Merci, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de partager cette matinée avec vous. Je vais pas vous parler très précisément de la question des formes d'emprise dans la radicalisation des jeunes aujourd'hui, même si c'est un peu le centre de mon travail depuis 2 ans maintenant, mais essayer de développer des notions plus générales sur ce qu'on pourrait appeler emprise dans un contexte familial, sachant que les familles dont je vais vous donner l'exemple sont des familles d'adolescents qui sont embrigadés à différents niveaux autour de Daesh et de l'État islamique. Moi je suis psychiatre des hôpitaux et depuis très longtemps maintenant, plus de 30 ans, ma pratique, et surtout ma pratique hospitalière, c'est une pratique de thérapie familiale. Donc pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la thérapie familiale, ça ne consiste pas seulement à recevoir des parents autour d'un enfant ou d'un adolescent qui va mal, mais ça consiste à traiter l'ensemble du groupe familial. Et j'insiste sur l'ensemble du groupe familial, puisque participent à nos séances non seulement les parents, non seulement les frères et sœurs, mais parfois, comme vous le verrez dans les exemples que je vais vous donner, des grands-parents, des collatéraux, des oncles et tantes, etc. C'est-à-dire, c'est resituer la crise de l'adolescent dans une crise plus globale qui est celle de sa famille. La question de l'emprise dans le groupe familial, à ce titre, avec une vision un peu systémique de ce qu'est la famille, la famille comme système vivant, eh bien, l'emprise échappe à sa vision habituelle qui est une relation de pouvoir d'une personne sur une autre personne, une personne qui s'empare d'une autre personne pour ses propres besoins, pour son propre profit, pour sa propre jouissance, mais pour montrer des mécanismes à l'œuvre dans la famille où tout le monde est sous emprise, finalement, mais où il n'y a pas d'instigateur, ou en tout cas pas d'instigateur unique autour de ces processus d'emprise. Donc c'est avec cette vision de la famille que je travaille depuis très longtemps, notamment il y a déjà plus d'une trentaine d'années, on avait ouvert avec des collègues un centre de thérapie familiale spécialisé dans les processus d'addiction. Il y avait une vague d'adolescents héroïnomanes à Paris à ce moment-là, qui avaient des conduites à risque tout à fait inquiétantes. Et en réunissant les familles autour de ces conduites addictives, dont on pourrait se dire qu'elles relèvent évidemment de la personne qui les pratique, eh bien on s'apercevait que déjà la question de l'emprise à niveau multiple, des emprises à niveau multiple à l'intérieur de la famille se posait très fortement. Alors ce concept d'emprise, c'est un concept un peu flou, je dois dire. C'est un concept qui est très employé aujourd'hui, qui connaît une vogue, une mode tout à fait importante, dont on peut d'ailleurs essayer de comprendre les aboutissants, mais on l'emploie par rapport à des tas de situations très différentes. L'emprise, au départ, c'est un terme juridique. Il y a emprise, par exemple, quand l'administration empiète dans le champ d'un paysan parce qu'il doit installer des lignes électriques. Donc on lui prend une partie de son champ et on met des poteaux autour, et le paysan est dépossédé de son champ. C'est ça la première définition de l'emprise, c'est-à-dire qu'on prend une partie de ce que vous possédez. Et comme vous le savez, pour un paysan, une partie de son champ, ça n'est pas rien. Eh bien, par analogie, cette notion d'emprise gagne le champ psychique, c'est-à-dire que quelqu'un prend possession d'un territoire psychique qui est à vous, colonise ce territoire psychique, et non seulement il ne vous appartient plus, mais ça donne l'idée qu'il y a comme une force à l'intérieur de vous, une force psychique à l'intérieur de vous, qui vous agit, qui vous fait agir, qui vous met en mouvement, plus ou moins à votre insu, et à ce moment-là, vous êtes sous emprise.
Mais on voit aussi que cette notion d'emprise, elle peut aussi bien concerner un individu par rapport à lui-même, lorsque, par exemple, on dit que quelqu'un est sous l'emprise d'un produit, par exemple, sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de drogue, mais aussi pas seulement sous l'emprise d'un produit externe qui vient modifier son comportement de l'intérieur et modifier son discernement, mais on peut être aussi sous l'emprise de sa passion, on peut être sous l'emprise de ses pulsions, on peut être sous l'emprise de ses fantasmes. Toute la clinique de la perversion est une clinique de l'emprise, c'est-à-dire que ce sont classiquement la clinique de la perversion et des perversions sexuelles, sur le plan psychiatrique d'abord, puis sur le plan psychanalytique, c'est une clinique de l'emprise, c'est-à-dire que quelqu'un perd sa liberté par rapport à la puissance d'une fantasmatique qui vient perturber son jugement, qui vient perturber son bon fonctionnement pour l'amener à commettre des actes répréhensibles. Quand on parle, par exemple, je ne sais pas, de fétichisme ou de pédophilie, ou enfin toutes ces, entre guillemets, déviations de l'instinct sexuel, tel que c'était qualifié dans la psychiatrie de la fin des années 1880, eh bien, on retrouve toute cette notion d'emprise qui ensuite va être reprise dans la psychanalyse et va être reprise par Freud sous forme de ce qu'il appelle la pulsion d'emprise. Pulsion d'emprise, c'est pas rien, ça veut dire que à côté de l'ensemble des pulsions, les pulsions d'autoconservation, le fait de devoir manger, boire, etc., tout ce qui nous pousse vers l'alimentation, tout ce qui nous pousse vers la sexualité, eh bien, il développe aussi ce qu'il appelle la pulsion d'emprise, c'est-à-dire ce besoin quasiment inné, quasiment irrépressible de s'emparer de l'autre, de prendre possession de l'autre pour pouvoir se développer. Donc, cette question de l'emprise qui est déjà présente, disons, dans le champ psychique personnel, eh bien, elle va quitter la question de la clinique individuelle pour rentrer, et ça, on doit beaucoup à Roger Doré par rapport à ça, c'est-à-dire pour abandonner l'emprise comme étant un processus psychique à proprement parler, parce que c'est trop flou sur le plan psychique, comme je vous l'ai dit, ça peut recouvrir à peu près l'ensemble de la clinique psychiatrique ou psychanalytique, et pour situer beaucoup plus farouchement la question de l'emprise dans un lien, dans ce qu'il appelle le lien d'emprise, c'est-à-dire c'est un mode de relation, et c'est un mode de relation qui s'établit entre au moins deux protagonistes. Et il ne vous aura pas échappé que la vogue extraordinaire qu'a connue la notion d'emprise autour de la perversion narcissique. Il y a eu, à peu près il y a une quinzaine d'années maintenant, un certain nombre d'ouvrages princeps autour de cette question de la perversion narcissique, c'est-à-dire d'un individu sous la coupe, sous l'emprise d'un autre individu, et là, il y a eu une espèce de flambée de réflexion autour de cette notion de perversion narcissique qui avait été introduite par Racamier au départ, principalement par Racamier. Perversion narcissique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la perversion n'est pas l'apanage de l'individu sous l'emprise de ses pulsions, que la perversion, elle est dans la relation, c'est-à-dire c'est la relation qui est pervertie. Et c'est la relation qui est pervertie pour redorer, pour flatter, pour alimenter le narcissisme d'un des membres de cette relation. Donc on parle de perversion narcissique quand un individu s'empare d'un autre individu, le manipule pour ses propres besoins, pour ses propres fins, pour sa propre jouissance, pour sa propre grandeur, pour le fait d'apparaître tout-puissant, non seulement vis-à-vis de la personne, mais également vis-à-vis de l'ensemble de l'entourage. Alors c'est tout à fait extraordinaire cette notion
cette notion de perversion narcissique, parce que il y a eu un livre qui a eu énormément de succès il y a une quinzaine d'années, qui était le livre de Marie-France Irigoyen, hein, qui s'appelle justement la perversion narcissique, la violence morale au quotidien. Il se trouve d'ailleurs, pour la petite histoire, que Marie-France Irigoyen était une de mes élèves en thérapie familiale à ce moment-là. Et il y avait beaucoup de discussions dans notre groupe de formation à la thérapie familiale systémique autour de cette notion de perversion narcissique. C'est-à-dire que tout le monde lui disait « Enfin, écoute, Marie-France, ce n'est pas une notion systémique, puisque le système, la vision systémique d'un groupe ou d'une relation veut que tout le monde soit à part égale dans la création du lien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation de pouvoir dans une relation systémique. Tout le monde est tributaire et forgeron du lien qui se déploie entre les protagonistes. Et effectivement, cette notion de perversion narcissique, en établissant un pouvoir indiscutable d'une personne sur une autre personne, bouscule cette vision où ce sont deux ou trois ou plusieurs personnes qui forgent ensemble un lien affectif, un lien relationnel. Et je pense à la réflexion que ces deux visions sont justes d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas épuiser dans une relation la question de la relation du pouvoir. On ne peut pas l'épuiser, mais on peut essayer de la considérer autrement, d'avoir une grille de lecture différente qui déplace la question du pouvoir, non pas d'une personne sur une autre personne, mais qui place le pouvoir dans les règles de la relation. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Mais quoi qu'il en soit, quand le livre de Marie-France est sorti, ça a été un raz-de-marée. C'est-à-dire que dans les semaines qui ont suivi la parution de ce livre, moi j'ai été par exemple assailli à ma consultation de coups de fil de femmes, beaucoup de femmes, mais aussi des hommes, avec des demandes de thérapie conjugale, des femmes qui disaient « Depuis que j'ai lu le livre de Marie-France Irigoyen, je me rends compte que mon mari est pervers narcissique et que je suis sous la coupe de cet horrible pervers narcissique qui me manipule. » Et puis, quand je recevais ces couples en thérapie, eh ben, j'avais un monsieur qui me disait « Vous savez, docteur, ma femme est perverse narcissique, je m'en suis aperçu en lisant le livre, parce qu'elle passe son temps à me manipuler pour me faire faire exactement ce qu'elle veut. » Donc, pour vous dire que ce sentiment d'être manipulé par l'autre, d'être sous la coupe de l'autre, c'est ce qui nous est sans doute le plus familier. C'est ce qui nous habite sans doute avec le plus de constance, surtout dans une relation conjugale, qui par définition est une relation d'égalité. Toute la question d'une relation d'égalité, c'est qui va être plus égal que l'autre, c'est-à-dire de quelle façon chacun va pouvoir, avec une manipulation douce, une douce emprise sur l'autre, prendre les rênes de la relation et prendre le pouvoir à l'intérieur de la relation. Donc, une vision du pouvoir qui se met en écho avec une vision beaucoup plus systémique de la création du lien. Cette notion de manipulation à l'intérieur des familles, il y en a une, par exemple, qui est apparue dans la presse, que vous avez sans doute suivie, parce que c'est une des plus célèbres, c'est celle qu'on appelle les reclus de Montflanquin, je sais que vous avez dû suivre cette histoire, où une famille entière de 13 ou 14 personnes s'est trouvée séquestrée dans un château, une famille noble avec des particules de tous les côtés, et une histoire qui remonte à la nuit des temps, une famille plutôt cultivée, avec des gens d'un niveau intellectuel tout à fait normal, et qui ont été placés sous la coupe d'un gourou qui est rentré, alors ça confirme très fortement cette image de parasite, qui rentre à l'intérieur de la famille, donc qui crée une relation très particulière avec d'abord dans un premier temps avec la châtelaine de ce château
de ce château de Montflanquin, qui finit par la convaincre que toute la famille est en danger, que l'extérieur est dangereux, qu'il y a un complot franc-maçon qui veut détruire la famille et s'emparer de leurs biens, et petit à petit, eh bien, cette famille s'enferme à l'intérieur de ce château, et ce vampire externe suce le sang de cette famille et lui prend à peu près tous ses biens, et y compris le château. C'est-à-dire que la famille se retrouve à la rue, quasiment, en ayant perdu des sommes, des fortunes absolument considérables, sous l'emprise de cet homme. Donc, je cite cet exemple parce qu'il me semble un peu à la frontière entre ces deux visions de l'emprise. C'est-à-dire que, d'une part, il y a un groupe familial qui se met à fonctionner sur un modèle d'emprise, sur un modèle qu'on pourrait dire de secte, c'est-à-dire une famille qui se referme de plus en plus sur elle-même et qui privilégie de plus en plus sa cohérence, ses lois et ses règles internes par rapport aux règles de la société dans laquelle ils vivent, et en même temps une relation de pouvoir, c'est-à-dire d'un homme qui devient comme un chef de secte et qui, par son emprise, isole la famille du monde extérieur en développant les mécanismes de peur, d'angoisse, et donc du fait d'être considéré comme le seul sauveur vis-à-vis de la famille, à l'intérieur de la famille. C'est un exemple qui me paraît aussi intéressant, parce que si tout le monde, sans doute, ne peut pas se situer sous l'emprise d'une idéologie, l'emprise d'un tyran, l'emprise d'un gourou, etc., on voit que les mécanismes de groupe, à proprement parler, et je reviendrai là-dessus, mais les mécanismes de groupe favorisent très fortement le fait d'être sous emprise. Autrement dit, il n'y a quasiment rien à voir entre ce qui est de l'ordre de la folie personnelle et ce qui est de l'ordre de la folie groupale. Des individus tout à fait normaux sur le plan psychique, sur le plan psychiatrique, peuvent participer à une folie groupale si les conditions sont réunies pour que cette folie groupale se déploie. Et là, il y a vraiment abolition des clivages intérieurs et des groupes d'individus peuvent fonctionner de façon assez folle. Je dois vous dire que ma vision d'un individu sain ou d'un individu malade a totalement basculé lorsque j'ai eu, il y a des années, l'occasion de faire un voyage d'études au Rwanda post-génocidaire. Le Rwanda est un pays dans lequel, quasiment du jour au lendemain, une partie de la population a massacré une autre partie de la population. La population Hutu a massacré la population Tutsi, et tout ça s'est préparé en l'espace de 6 mois. Pour comprendre la folie de ce qui s'est passé dans ce pays, il faut savoir que les Hutus et les Tutsis vivaient depuis des générations en bonne intelligence, en termes de voisinage, en termes de mariage des uns avec les autres, d'enfants nés de couples mixtes Hutu et Tutsi, et que depuis pas mal d'années, les uns et les autres étaient tout à fait mélangés dans la plus parfaite intelligence. Et puis, pour des raisons géopolitiques qu'il ne s'agit pas de développer ici, mais il s'est infiltré dans la presse et dans les messages dans les messages au plus haut niveau, eh bien, il s'est infiltré l'idée d'une menace. Il s'est infiltré l'idée que les Tutsis devenaient dangereux et que les Hutus devaient se défendre. Puis, à partir de cette menace, il s'est développé le fait que les Tutsis n'étaient pas vraiment des êtres humains, que c'était des cafards, que c'était comme des animaux monstrueux qui cherchaient à boire le sang du pays, etc., etc., etc. Ça a pris 6 mois de propagande. Au bout de 6 mois, la plupart des hommes Hutus se sont précipités avec des machettes sur leurs voisins, sur leurs collègues, sur leurs médecins, sur leurs professeurs, sur leurs conjoints, sur leurs enfants, et une partie de la population a massacré une autre partie de la population.
dans des exactions, un carnage et des bains de sang que je ne chercherai même pas à décrire. Donc, et qu'on ne peut comprendre cela, que lorsqu'on ramène la question de la folie individuelle à la folie groupale, c'est-à-dire lorsque l'angoisse, la peur se diffuse suffisamment à l'intérieur d'un groupe pour qu'il y ait abolition complète des mécanismes de défense habituels, pour que les psychismes individuels s'estompent, pour que le groupe devienne un gigantesque psychisme collectif et que ce psychisme collectif prend le pas sur les psychismes individuels. Donc, vous voyez dans ce contexte que la notion d'emprise, quand elle est diffusée à l'intérieur d'un groupe, dépasse très largement la question de l'emprise d'une personne sur une autre personne. C'est tout un groupe humain qui se retrouve sous emprise. Alors, quand on parle pour revenir plus simplement à nos familles, quand on parle d'emprise à l'intérieur d'une famille, de quoi il s'agit? Alors, je crois que, déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une famille. Et je dis ça sans ironie parce que la notion de famille, et on le voit bien aujourd'hui, est une notion qui devient de plus en plus complexe et de plus en plus floue, d'une certaine façon. Pourquoi ça devient de plus en plus complexe et de plus en plus flou? Parce que la famille, elle est à la croisée de deux types de mécanismes, que j'appelle des mécanismes horizontaux et des mécanismes verticaux. Qu'est-ce que c'est qu'une famille dans son acception verticale? Eh bien, une famille, c'est une histoire, c'est une généalogie, c'est une transmission. C'est l'arbre généalogique tel qu'on se le représente et tel qu'on se représente, qu'il représente notre famille, c'est-à-dire quelque chose qui remonte à la nuit des temps et qui aboutit à ma petite personne aujourd'hui sur les branches de cet arbre généalogique avec des croisements de lignées paternelles et maternelles. Cette vision verticale de la famille devient plus complexe aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, avec toutes ces transformations de la famille, les recompositions, les adoptions multiples, les recours aux procréations médicalement assistées, etc., fait que la concordance entre le groupe familial aujourd'hui et l'histoire de la famille devient un petit peu plus complexe, qu'on se retrouve un petit peu plus difficilement dans les branches de cette généalogie. Est-ce que tout enfant, tout adolescent aujourd'hui est amené à s'interroger si, je ne sais pas moi, le compagnon de sa mère qu'il élève depuis la naissance, est-ce qu'il peut le considérer comme un père ou pas un père? Est-ce que c'est un père plus important ou moins important que son père biologique? Est-ce que la compagne de sa mère, après une recomposition ou deux femmes qui ont recours à une procréation médicalement assistée, quelle est la place de l'autre parent? Comment est-ce qu'on se situe par rapport à la généalogie? Comment est-ce qu'on se situe par rapport aux grands-parents? Donc la famille, elle est traversée aujourd'hui par tout un tas de processus qui désarticulent un petit peu cette vision généalogique. Mais cette vision généalogique de la famille, c'est celle à laquelle on tient sans doute le plus, parce que c'est celle qui nous donne une identité narrative, c'est celle qui nous permet de nous raconter notre histoire, c'est celle qui nous permet de trouver une logique au fait qu'on est là, ici, aujourd'hui, ces deux personnes qui se rencontrent un jour, qui décident d'avoir un enfant, qui éventuellement se séparent, recomposent, décomposent, des demi-frères, des demi-sœurs, mais c'est en établissant cette narration qu'on établit ce mode identitaire qui est l'identité narrative, qui est donc une identité que j'appelle verticale parce qu'elle se tricote à travers la succession des générations. Cette vision de la famille, c'est celle qui nous est aussi, je dirais, nous spécialistes de la santé mentale, c'est celle qui nous est le plus familière et ça rejoint la vision de la psychanalyse, c'est-à-dire que si un individu va mal aujourd'hui, c'est qu'il est le fruit de processus de transmission perturbés à travers les générations. Et qu'il est aussi très en vogue de dire qu'on est non seulement le fruit, bien évidemment, de ses parents et de ce que vos parents vous ont transmis, mais des générations précédentes et d'un certain nombre d'éléments, connus ou inconnus,
qui sont transmis à travers les générations et qui font de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Que notamment les secrets de famille, parfois des secrets qui remontent à 2, 3, 4 générations, peuvent affecter un individu au jour d'aujourd'hui et peuvent créer, justement, pour revenir à cette question d'emprise, peuvent créer des emprises inconscientes du fait d'être pris dans des liens, dans des histoires antérieures, à travers ces transmissions généalogiques un petit peu mystérieuses, parce que certaines se transmettent par les mots, par l'histoire, mais d'autres se transmettent par des gestes, par des regards, par des non-dits. Et comment est-ce qu'on transmet ce qui ne se sait pas, par exemple les secrets, et pourtant on sait que les secrets se transmettent. Donc toute cette question de l'emprise par transmission, eh bien, elle nous est effectivement tout à fait familière, et elle fait de nous le fait que nous héritons, à notre insu, d'une histoire que nous répétons. Et que dans la famille, c'est ce mécanisme d'emprise qui apparaît le plus évident. Ce mécanisme de transmission générationnelle, il établit cette question du pouvoir à travers la façon dont on transmet cette histoire, cette façon dont on autorise ou pas quelqu'un à être le simple dépositaire de cette histoire qu'il doit répéter indéfiniment, avec des missions transgénérationnelles extrêmement dictées, extrêmement précises, par rapport auxquelles il a très peu de liberté. Donc, l'emprise, elle est liée à cette transmission même, c'est-à-dire tu dois être, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans les sociétés traditionnelles, hein, lorsque naît un enfant, dans les sociétés traditionnelles, ce n'est pas un enfant qui naît avec une page blanche, à partir de laquelle il va devoir créer sa propre existence. C'est un enfant qui naît avec déjà toute une partition déjà écrite, où il doit occuper une place dans sa lignée, et il doit occuper une place dans les processus de transmission. La deuxième vision que nous pouvons avoir de la famille, ça n'est plus cette vision généalogique, ça n'est plus cette vision narrative, mais c'est la vision du groupe. Une famille, c'est un groupe de personnes. C'est un groupe de personnes en interaction à un moment du temps. Ce groupe, il est amené à se transformer en permanence, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle le cycle vital. Il se transforme selon les naissances, les deuils, les séparations, les transplantations, tous les changements qui affectent la dynamique d'une famille. Une famille, pour être une famille souple, eh bien, elle doit pouvoir accepter, héberger toutes ces transformations. Si ces transformations sont vécues comme dangereuses par la famille, eh bien, à ce moment-là, la famille exacerbe ces processus de défense. La vision la plus simple, peut-être la plus limpide, de la famille comme système, ça peut être l'exemple d'un bateau qui fait naufrage. Alors, vous avez un bateau qui fait naufrage et vous avez 12 naufragés qui se retrouvent sur une île déserte. Alors, je ne vais pas vous faire un épisode de Koh-Lanta à partir de ça, mais on peut imaginer qu'est-ce que c'est que 12 personnes, d'un groupe de 12 personnes, qui se retrouvent sur une île déserte et qui doit survivre. On peut dire qu'il y a deux possibilités. Soit il y a un des membres du groupe qui a caché une Kalachnikov dans son string et qui la sort et qui dit « c'est moi le chef, et maintenant je suis votre gourou » et le groupe va fonctionner de telle et telle façon pour assurer sa survie, ce qui est le mode pouvoir à l'intérieur du groupe. Soit, et c'est le plus probable, il va se mettre en place ce qu'on appelle, sur le plan systémique, un processus d'auto-organisation. Auto-organisation, ça veut dire que le pouvoir va être dans la façon dont le groupe va mettre en place les règles du jeu systémique, c'est-à-dire la répartition des rôles, des places et des fonctions entre les différents membres du groupe. Il n'y a pas besoin de 10 personnes pour faire le feu, il n'y a pas besoin de 10 personnes pour construire le camp, il n'y a pas besoin de 10 personnes pour essayer d'aller cueillir des fruits ou aller à la chasse pour chasser des animaux, pour défendre le groupe, pour explorer l'île. On voit que chacun
va devoir développer un territoire de compétences pour la sortie du groupe et que surtout, ces territoires de compétences sont complémentaires les uns des autres et qu'ils se mettent en place dans cette complémentarité. Alors, ils ont à voir, bien évidemment, avec les compétences de chacun, mais ils ont à voir avec ce processus d'auto-organisation groupale qui échappe à chacun. Et à côté de ces fonctions, de ces rôles concrets, matériels que chacun est amené à occuper à l'intérieur du groupe, eh bien, il y a aussi des fonctions psychiques. Il y a celui qui va toujours faire monter la tension à l'intérieur du groupe. Il y a celui qui va, ou celle qui va être le grand réconciliateur dans le groupe, qui va apaiser les conflits. Il y a celui qui, ou celle qui va être le sage, qui va raconter l'histoire du groupe, celui qui va introduire de l'humour à l'intérieur des relations pour détendre l'atmosphère. Et qu'est-ce qui peut surgir comme fonction le plus souvent à l'intérieur d'un groupe? Vous le savez bien, parce que c'est une fonction qui existe depuis la nuit des temps, c'est celle de bouc émissaire. C'est-à-dire que quand le groupe est en danger, quel est le mécanisme le plus puissant pour qu'un groupe se regroupe et trouve sa force? C'est en désignant un coupable. C'est en désignant un responsable. C'est ce responsable qui lui-même s'auto-désigne à l'intérieur du groupe et qui permet que toutes les interactions à l'intérieur du groupe passent par le bouc émissaire, celui que dans notre jargon de thérapie familiale, on appelle le patient désigné. Il est désigné par le groupe et il se désigne lui-même dans sa toute-puissance pour étant celui qui cristallise l'ensemble des tensions à l'intérieur du groupe. Tout groupe qui est en danger, tout groupe dont la survie est menacée, et on peut penser que sur une île déserte, c'est peut-être un contexte particulièrement dangereux, il y a ce processus de désignation du bouc émissaire. Et c'est un pur processus d'emprise groupale. Mais c'est un processus relationnel. Et c'est un processus qui n'appartient pas à un tyran ou à un maître tout-puissant qui désigne quelqu'un à l'intérieur du groupe. C'est un processus d'auto-organisation systémique. Je dirais que c'est cette vision horizontale, cette vision groupale de la famille qui est la nôtre lorsque nous travaillons avec des familles. C'est-à-dire que ce qui nous apparaît de l'ordre de l'emprise dans la famille, ce n'est pas qu'il y a un père tyrannique, qu'il y a une mère toute puissante, qu'il y a une jeune fille anorexique qui, dans sa toute-puissance, est en train de prendre le pouvoir à l'intérieur de la famille et fait graviter tout le monde autour d'elle et autour de ses symptômes. C'est quelque chose qui, ceux qui connaissent par exemple la pathologie anorexique, c'est sûrement quelque chose qui vous est familier, c'est que l'ensemble du groupe fonctionne sur le fait que chacun est enfermé dans son rôle, chacun est enfermé dans sa fonction, et que c'est ça qui fait emprise à l'intérieur de la famille. C'est qu'il n'y a plus de liberté d'aller et venir entre la famille et le dehors de la famille. Qu'est-ce qui caractérise un groupe souple, un groupe ouvert, un groupe qui justement n'est pas un groupe sectaire? C'est la liberté d'aller et de venir, d'entrer et de sortir. C'est la liberté d'appartenir à plusieurs groupes. Cette liberté, elle est bien évidemment fondamentale dans tous les groupes et a fortiori dans les familles. On appartient à une famille, mais on appartient à une institution scolaire, on appartient à une entreprise, on appartient à une famille d'origine, on appartient à un groupe d'amis, on appartient à une association, on appartient à un parti politique, etc. etc. Et que ces libres appartenances font que la famille est un lieu à la fois ouvert, mais en même temps pas ouvert à tout vent, c'est-à-dire en même temps suffisamment protecteur pour assurer la protection et la survie des uns et des autres. Donc toute la question de l'emprise se joue lorsque
la famille va développer, va privilégier les mécanismes internes par rapport aux possibilités d'appartenance externe. Et ça, on retombe sur ce qu'on appelle, ce que les travaux des thérapeutes familiaux comme René Caès, comme Didier Anzieux et comme Racamier, que je citais tout à l'heure, et aussi à la suite des travaux du psychanalyste André Green, appellent le fonctionnement familial pervers. C'est-à-dire, le fonctionnement familial pervers, c'est lorsqu'il n'y a plus de place pour des espaces psychiques différenciés. C'est-à-dire qu'il y a un espace psychique familial, un espace psychique groupal qui recouvre l'ensemble des espaces psychiques différenciés. Que l'intérieur est toujours privilégié par rapport à l'extérieur, que le nous est toujours privilégié par rapport au je. C'est des familles dans lesquelles tout est fait pour maintenir les uns et les autres à l'intérieur de la famille. La parole est dangereuse, l'expression émotionnelle est dangereuse, la différenciation émotionnelle est dangereuse parce que tout le monde doit sentir et doit éprouver la même chose au même moment. Je dis très volontiers que la première secte à laquelle on participe, c'est la famille, et c'est vrai. Toute famille a, on pourrait dire, une aspiration, une petite tendance à être dans un fonctionnement sectaire, au sens où la famille a toujours tendance à privilégier, bien évidemment, sa réalité interne, ses mythes, ses règles, ses lois, en relation avec l'ensemble des règles, des mythes et des lois de la société dans laquelle nous vivons. Heureusement, pour la plupart des familles, il y a une concordance entre les lois sociales, les règles sociales, les mythes sociaux et les règles internes à la famille. Mais il y a des familles qui développent des règles internes tout à fait en rupture avec les règles de la société qui l'entourent. Donc la famille devient une organisation purement défensive, en défense contre le monde extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait adhérer, disons, à une secte? Et j'en parle très peu parce que j'ai bien compris que M. Joucla allait en parler longuement cet après-midi, hein, des mécanismes d'adhésion sectaire. Mais très, très rapidement, ce qui fait adhérer à un groupe sectaire, c'est un mécanisme de croyance. Ça veut dire que tout le monde croit la même chose. Tout le monde croit que les valeurs et l'histoire développée par la secte, ça tient lieu de vérité. Ça veut dire que, je ne sais pas, dans les sectes millénaristes, que ça va être la fin du monde en telle année, qu'il y a un gigantesque complot judéo-maçonnique qui menace les gens à l'intérieur de la secte et qui doivent se regrouper pour lutter contre ça, que le gourou de la secte, il est, je ne sais pas, le porte-parole de Dieu, de Raël, de qui vous voulez, et que donc, en ce sens, il faut obéir strictement à tout ce qu'il va vous dire. Bref, il y a des mécanismes de croyance. Qu'est-ce que c'est que la croyance? La croyance, c'est toujours un mécanisme intérieur qui est un mécanisme de clivage. Clivage, ça veut dire que on crée une espèce de barrière à l'intérieur de soi, de mur à l'intérieur de soi, plus ou moins étanche, entre ce qui fait qu'on adhère à la croyance d'un côté et ce qui fait qu'on va critiquer cette croyance d'un autre côté. Être membre d'un parti politique, par exemple, c'est développer un certain nombre de croyances qui fait que tout le monde adhère dans le parti politique à un certain nombre de valeurs et un certain nombre d'idées économiques, d'idées sociales, etc., que tout le monde partage. Et en même temps, il y a clivage parce que ces idées peuvent être critiquées. Dans le meilleur des cas, ça dépend du parti politique, vous allez me dire, et du caractère plus ou moins sectaire. On a évidemment connu, surtout aux générations précédentes, des partis politiques qui ne permettaient pas
bien évidemment, cette critique et qui s'apparentait davantage à des adhésions sectaires qu'à des adhésions libres à une idéologie. Donc, ce mécanisme de clivage, c'est le plus important parce que tant que le clivage est un mur poreux, eh bien, on peut à la fois croire et ne pas croire. On peut croire en faisant comme si on croyait tout et en même temps, on ne croit pas tout. C'est le mécanisme de clivage, c'est ces mécanismes de déni, c'est le fameux « fait comme si tu ne savais pas », c'est-à-dire on fait comme si on ignorait une partie de la réalité pour adhérer à l'ensemble des valeurs communes et partagées. Tout travail d'une secte ou d'une organisation sectaire, et Dieu sait que Daesh et l'État islamique sont des prototypes d'organisation sectaire aujourd'hui, c'est de renforcer le clivage. C'est de faire en sorte que cet individu clivé ne puisse pas retrouver cette partie de lui-même qui peut critiquer les notions qui lui sont transmises et auxquelles il adhère dans l'autre partie du clivage. Autrement dit, les murs poreux deviennent des murs étanches. Et il y a perte des valeurs et des croyances antérieures. Tout le travail d'adhésion sectaire, de processus sectaire, c'est celui-là, c'est de transformer les croyances en convictions. Quand on est du côté de la conviction, on est toujours du côté de la paranoïa, c'est-à-dire de la paranoïa groupale, c'est-à-dire ça c'est vrai et ça c'est faux. Tous les éléments externes qui pourraient venir bousculer ce que je considère comme vrai sont rangés du côté du faux, du côté du complot. Tout bascule du côté du complot, du faux contre le vrai. Il faut donc s'arc-bouter sur les valeurs du vrai, sur les valeurs partagées, et c'est ça qui renforce l'adhésion à l'intérieur du groupe. Donc, encore une fois, je ne développe pas ici le processus d'endoctrinement à proprement parler qui va développer ces clivages, qui va développer cette atmosphère de paranoïa et le fait que vous êtes en danger et qu'il faut attaquer ceux qui potentiellement vont vous attaquer. C'est exactement ça qui s'est produit au Rwanda. Mais puisqu'on parle de l'emprise dans le mécanisme familial, j'attire votre attention sur le fait que des familles, certaines familles, privilégient ce mode de fonctionnement un petit peu sectaire et que c'est souvent lié à des mécanismes qui leur échappent et qui échappent à tous. Par exemple, vous savez comme moi, on a beaucoup parlé et beaucoup décrit les mécanismes de deuxième génération de la Shoah, chez qui les grands-parents ont été déportés, chez qui les grands-parents ont vécu l'indicible, ont vécu ce qui est impossible à transmettre en termes d'horreur et d'horreur partagée, je dirais de destruction de soi comme dans son humanité, dans ses capacités d'être humain. Bon, eh bien, ces mécanismes extrêmement pernicieux, extrêmement destructifs, se sont transmis à l'intérieur des familles et on a retrouvé un certain nombre de symptômes à la deuxième ou à la troisième génération chez des adolescents qui n'avaient évidemment non seulement pas vécu cette histoire, mais chez qui cette histoire avait été assez peu racontée parce que justement elle est de l'ordre de l'intransmissible et de l'indicible et qui développaient des symptômes liés au fait qu'on est dans une famille dont on sent qu'elle est en danger. On est dans une famille où il faut rester les uns par rapport aux autres, parce que si je quitte ma mère, si je quitte mon père, il est en danger de mort. Bien sûr, à aucun moment, ce père ou cette mère ne va dire qu'il est en danger de mort si son fils ou sa fille prend une certaine autonomie. Mais il n'empêche que c'est ce qui circule dans les mécanismes internes de la famille comme fantasme. Pas comme règle édictée, mais comme fantasme, et tout le monde partage ce fantasme. Et à ce moment-là, c'est une famille qui commence à fonctionner sur un mode dit narcissique pervers. Ça ne veut pas dire que c'est un ensemble de pervers, ça ne veut pas dire que c'est un ensemble de pervers narcissiques, mais le fonctionnement familial s'établit sur ce mode de la survie. Et donc, le résultat, c'est qu'à l'adolescence, lorsque les adolescents remettent en question les règles de la famille,
lorsqu'ils font ce travail normal de l'adolescence qui est un travail de désaffiliation. Désaffiliation, ça veut dire que je me désaffilie des règles familiales et que je m'affilie à d'autres groupes, à d'autres règles pour pouvoir gagner ma liberté et mon autonomie. Ça secoue dans toutes les familles autour de ça, et vous le savez bien, mais la plupart des familles autorisent ce processus de liberté. Mais il y a des familles pour qui ce processus de désaffiliation est vécu comme un risque mortel. Et à ce moment-là, c'est des adolescents qui retournent contre eux. Cette violence du lien qui ne s'exprime pas. C'est des adolescents qui se scarifient, c'est des jeunes filles qui rentrent dans des processus anorexiques extrêmement graves, c'est des adolescents qui font des tentatives de suicide, qui sont dans des passages à l'acte extrêmement dangereux. Quand vous recevez la famille, les parents, c'est des bons parents, ils font le maximum qu'ils peuvent. Les grands-parents, ils n'y comprennent pas grand-chose à ce qui est en train de se passer. Mais il apparaît très rapidement qu'à l'insu de la famille, il y a ces processus internes qui sont ces processus d'emprise réciproque des uns sur les autres, de surveillance réciproque des uns sur les autres, d'impossibilité à dire « je » par rapport au « nous » de la famille, d'impossibilité à s'autoriser à ressentir quelque chose qui ne rentre pas dans le ressenti familial global. Eh bien, ces processus, ils apparaissent. Et ils apparaissent avec un certain nombre d'autres processus qui sont évidents, qui sont des disqualifications permanentes des uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que tout ce qui va être de l'ordre, et c'est parfois très subtil, hein, mais tout ce qui va être de l'ordre du jeu, eh bien, va être disqualifié par les uns et les autres parce que le jeu est dangereux. Hein. L'autonomie est dangereuse. Et des mécanismes d'appropriation, de séduction, etc. Qu'est-ce qu'on partage, justement, comment ça se passe, ce partage dans la famille, ce partage des règles, des mythes, des lois, etc. Eh bien, c'est quand la famille remplit sa fonction de favoriser les identités narratives. C'est-à-dire, c'est lorsque la famille permet qu'on se raconte ensemble une histoire qui est l'histoire de la famille. Et qu'on revient sur des épopées à travers les générations, tel grand-père, tel qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait, sur comment la famille a changé de pays, comment elle s'est adaptée, comment les parents se sont rencontrés, etc., comment les deux familles d'origine ont créé cet espace familial commun. Donc, favorise cette capacité de rêverie autour de l'identité narrative de chacun. Capacité de rêverie, c'est extrêmement important. Ça veut dire que le mécanisme de partage dans une famille, c'est une rêverie commune. C'est ce que justement K.S., Anzieux, etc. appellent l'interfantasmatisation, un terme un petit peu barbare, mais ça veut dire qu'on peut rêver ensemble, on peut fantasmer ensemble, et qu'il y a à la fois la capacité de passage entre les uns et les autres, de rêverie commune, de fantasmes communs, et en même temps que ça ne va pas à l'encontre des fantasmes personnels, des rêveries individuelles de chacun et de l'identité et du roman familial, de l'identité narrative personnelle de chacun à l'intérieur de la famille. Il y a un exemple que j'aime bien donner sur le partage de croyances parce qu'il vous est familier à tous, c'est lorsque je dis que le premier complot qui se trame dans une famille, c'est le Père Noël. Hein ? C'est une belle histoire, le Père Noël. Hein. C'est une belle histoire partagée à l'intérieur de toutes les familles. C'est quand même un complot, le Père Noël. Attendez, on bourre le crâne d'enfants, qu'il y a un monsieur qui va passer par la cheminée même quand il n'y a pas de cheminée, que ce monsieur, il va apporter les cadeaux, justement les cadeaux qu'on a commandés, etc., qu'il va venir sonner à la porte, que c'est justement au moment où on s'est endormi qu'il va être là. Donc c'est bien évidemment une histoire à dormir debout. Mais c'est une histoire à dormir debout que tout de même nous transmettons avec beaucoup de conviction à nos enfants. Hein. Et puis, il n'est pas question de penser autrement quand un enfant dit « Oh ben moi je ne crois pas que le Père Noël il existe », on dit « Mais si, il existe, et d'ailleurs la preuve c'est que tu vas avoir tes cadeaux ». Et donc on crée
une conviction partagée autour d'un truc totalement délirant, d'un bonhomme en rouge qui passe à travers les murs et qui apporte des cadeaux. Et on voit bien que ça crée que ce n'est pas fait pour rendre l'enfant fou, qu'on fait ça, mais au contraire, c'est pour le faire rentrer dans le monde du partage fantasmatique, dans le monde de la rêverie commune. Parce que les parents, en racontant cette histoire du Père Noël, ils se mettent à rêver à eux aussi enfants, quand leurs parents leur racontaient l'histoire du Père Noël et l'émerveillement le matin quand ils voyaient les cadeaux au pied du sapin et qu'ils cherchaient partout par où ce foutu Père Noël avait bien pu rentrer. Bon, donc il y a toute cette histoire, toute cette trame d'une rêverie partagée. Imaginez maintenant que dans cette même famille, quand l'enfant commence à avoir 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas quel âge, et que quand même le Père Noël, il fait bien longtemps qu'il a compris que ce n'était pas là, on continue à lui dire, mais si, le Père Noël, il existe et tu dois y croire. Et si tu n'y crois pas, tu ne fais pas partie de notre famille, parce que dans notre famille, on a vu le Père Noël et on sait qu'il existe et on sait qu'il va venir. Là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette croyance partagée qui était en continuité avec les croyances de la société, puisque le Père Noël, il est partout, qu'on en parle partout, que les autres copains en parlent, que les autres copains s'interrogent sur l'existence ou non du Père Noël. Donc, il y a une croyance partagée, pas seulement comme valeur interne à la famille, mais comme valeur sociétale dans la société dans laquelle on vit. Si une famille développe une histoire qui est totalement la sienne, qui est, je ne sais pas, moi, c'est pas un Père Noël, mais c'est un canard géant de 2 mètres qui vient le 25 avril à la maison pour apporter des cadeaux, et qu'il faut croire à ce canard, parce que sinon, ça ne va pas du tout pour la famille, là, on voit un enfant qui non seulement est en distorsion par rapport à ce qu'il peut percevoir de la réalité, mais par rapport à ce que l'ensemble des gens autour de lui perçoivent de la réalité. Donc, la famille du canard, ça veut dire qu'ils vont rentrer dans une dimension qui est justement celle de la secte, parce qu'il s'agit de ne plus croire à ce qu'on voit dans le monde extérieur, à ce qu'on voit dans la réalité, donc de ne plus croire à cette réalité partagée. Donc de distordre ses capacités de jugement, ses capacités de perception, pour adhérer à ce qui est beaucoup plus important pour un enfant, c'est-à-dire sa famille, bien évidemment, parce que ça, c'est son lieu de survie. Et de façon beaucoup moins tendre et beaucoup plus tragique que le Père Noël ou le Canard jaune, une famille dans laquelle eh bien, on bat un enfant pour lui montrer qu'on l'aime, ça va faire des enfants qui sont convaincus qu'être battu, c'est une façon d'être aimé. Et que pour leur faire sortir cette croyance de la tête, comme vous le savez, eh bien, ça n'est pas une mince affaire et qu'ils vont avoir tendance eux-mêmes à reproduire cette violence sur leurs enfants, pas forcément parce que c'est des gens violents, mais parce qu'ils ont adhéré à ce mécanisme de croyance que s'aimer et partager dans une famille, c'était cette violence. Alors, je dis tout ça parce que il se trouve que j'ai commencé donc à travailler avec des familles depuis 2 ans maintenant, des familles pour qui un des jeunes était sur le point pour qui les jeunes étaient engagés, merci beaucoup, auprès de l'État islamique et étaient prêts à partir pour la Syrie ou étaient repêchés à l'aéroport ou même certains après leur retour de Syrie, et que j'ai commencé à prendre en compte le groupe familial autour de ça. Et que, très rapidement, eh bien, il m'est apparu que toutes ces familles sont extrêmement différentes les unes des autres, mais alors totalement différentes de par leur niveau socio-professionnel, de par leur culture, de par le fait que ce sont des familles musulmanes ou non musulmanes, des familles où les jeunes sont convertis ou pas convertis, du fait qu'ils sont brillants sur le plan scolaire ou qu'ils viennent de quartiers défavorisés avec tout un passé post-colonial qui est aussi un éclairage important par rapport au fait qu'ils s'engagent là-dedans. Donc si vous voulez, dans un contexte bien évidemment le plus large possible et le plus différent possible autour de ces trajectoires de radicalisation, ce qui m'est apparu, en tout cas pour les familles, eh bien, c'est que c'était des familles dans lesquelles ces mécanismes d'emprise interne, liés à la fois à l'histoire et liés au fonctionnement groupal, verticaux et horizontaux, étaient extrêmement présents.
extrêmement puissant. Et que, d'une certaine façon, eh bien, il apparaissait que ces ados, eh bien, ils avaient besoin de s'affilier à une secte d'importance aussi considérable que cette emprise sectaire à l'intérieur de leur famille pour pouvoir s'en dégager, pour pouvoir se désaffilier. Que c'était comme si, d'une certaine façon, ils recherchaient des affiliations à la mesure de la culture des affiliations qu'ils avaient connues à l'intérieur de leur famille. Et ça, j'ai peut-être vu maintenant, je ne sais pas, une quarantaine de familles, disons, eh bien, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans toutes les familles, pour des raisons différentes, hein, encore une fois, qui peuvent être des raisons de transplantation, des raisons de déqualification, de chômage au niveau des pères, etc., ou des raisons plus spécifiques à telle ou telle famille. Mais cette question de famille sous emprise, eh bien, elle m'est apparue fondamentale. Je vous donne un premier exemple qui est l'exemple de Pauline. Donc Pauline, c'est une jeune fille de 15 ans qui a été rattrapée à la frontière au moment où elle allait s'envoler pour la Turquie donc ça c'était il y a plus d'1 an maintenant, il y a 1 an et demi, oui presque 2 ans, au moment où l'État islamique cherchait à recruter le maximum de gens, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État islamique cherche plutôt à faire commettre, comme vous le savez, des attentats sur place plutôt que de faire venir les jeunes là-bas. Donc c'était un moment où il cherchait à attirer le plus possible de jeunes, et notamment et aussi des jeunes filles, beaucoup de jeunes filles. Et donc Pauline, qui était une lycéenne extrêmement brillante, première de sa classe, avec 1 an d'avance, ayant toujours très très bien travaillé, une famille d'enseignants. S'est convertie d'abord à la religion musulmane, surtout sous l'influence d'une camarade de classe, et puis petit à petit, via Internet, s'est salafisée de plus en plus, à adhérer à des idéologies de plus en plus menaçantes, de plus en plus violentes. Mais au départ, Pauline, elle est animée par l'idée d'un destin grandiose. Pauline, c'est Mère Teresa. Pauline, elle veut être médecin, elle veut sauver le monde, elle veut sauver les enfants massacrés par Bachar el-Assad. Ce n'est pas du tout un processus nihiliste autodestructeur qui l'amène dans cette dimension-là, mais au contraire, c'est ce fantasme de Mère Teresa qui sauve le monde et qui va sauver tous les enfants gazés en Syrie. Alors, l'histoire de la famille de Pauline est intéressante. Pauline, elle a une maman qui a perdu successivement son père et sa mère lorsqu'elle avait 16 ans puis 17 ans, de mort brutale, l'un comme l'autre, qui donc se retrouve brutalement, quasiment d'un mois sur l'autre, orpheline, extrêmement jeune, qui doit se débrouiller. Ensuite, à peu près, même si elle a d'autres membres de sa famille qui existent, enfin, elle doit se débrouiller à la force à la force du poignet. Et c'est à la fac qu'elle rencontre le futur papa de Pauline. Ils sont tout jeunes, tous les deux, ils ont 21, 22 ans. Et lui, c'est comme un geek avant l'heure. Il est très solitaire, il n'a aucun ami, il passe son temps sur Internet. Et il passe son temps sur Internet. Alors lui, c'est un mathématicien, il est passionné par la vérité scientifique. Et il y a une chose qui l'intéresse sur Internet, c'est d'aller regarder l'ensemble des religions pour en démonter les mécanismes,
pour montrer que chaque religion est plus stupide que l'autre, c'est vraiment un athée intégriste, on pourrait dire, et que chaque religion est plus stupide que l'autre, et il essaye de montrer comment il peut démonter les rouages des différentes religions. Donc lui, il est très solitaire. La première personne qu'il rencontre, c'est cette jeune femme, qui elle-même est en deuil, et en deuil de ses parents, et à ce moment-là, ils fusionnent, tous les deux. Et ils créent un couple d'entraide extrêmement fusionnel. Très rapidement va naître Pauline. Donc ils sont tout jeunes, ils ont, je crois, 24 ans, quelque chose comme ça, lorsque Pauline vient au monde. Et très clairement, eh bien, Pauline, la mère dira que si sa fille n'était pas née, eh bien, elle-même serait morte. C'est les mots qu'elle emploie, c'est-à-dire que c'est le fait d'avoir eu cet enfant, ce bébé, et de s'occuper de cet enfant qui la sauve et qui lui permet d'être en vie, au-delà du fait que, bien évidemment, la rencontre avec cet homme est également quelque chose qui la sauve. Vous savez, les premiers liens d'emprise, bien évidemment, c'est les premiers liens fusionnels entre un parent et son enfant, enfin plus généralement entre une mère et son enfant. C'est-à-dire que l'enfant prend la tête de la mère et la mère rentre dans la tête de l'enfant. C'est, je dirais, l'emprise physiologique, l'emprise saine, mais tout de même un peu dingue quand même. C'est-à-dire que la façon dont la maman est obnubilée par l'enfant, qui devient le centre du monde, et cette conviction dans laquelle elle rentre qu'elle le comprend, qu'elle comprend ses besoins, qu'elle comprend ses cris, qu'elle comprend tout ce qu'il va signifier dans les premiers échanges, dans les échanges quotidiens, eh bien tout ça va forger ce mode de relation très particulier, celle que Winnicott appelle la folie maternelle primaire, qui est folie maternelle primaire, c'est-à-dire c'est une véritable folie au sens où il y a abolition des clivages entre un individu et un autre individu. C'est ce qu'on appelle dans le langage courant la relation fusionnelle. C'est-à-dire que fusionnelle, ça veut dire que chacun est dans la tête de l'autre et qu'il n'y a plus de frontières, qu'il n'y a plus de barrières à ce moment-là. Et puis, comme vous le savez, le devenir de cette relation, c'est que petit à petit, il est sorti de l'emprise pour la mère comme pour l'enfant, et que la mère sortant de l'emprise, elle autorise l'enfant lui-même à sortir de l'emprise et à pouvoir être seul en présence de l'autre, à pouvoir supporter que la mère sorte de la pièce, c'est-à-dire à fabriquer dans sa tête l'image de sa mère et à pouvoir entrer en relation imaginaire avec cette mère sans qu'elle soit là. Un enfant qui se met à hurler dès que sa mère sort de la pièce et qui ne tolère pas la séparation est un enfant qu'on n'autorise pas, pour tout un tas de raisons, à sortir de cette relation fusionnelle. Donc ceci pour vous dire que l'emprise, elle commence toujours par une emprise physiologique et qu'elle est à la base, au fondement même de notre fabrication psychique, et que même sans cette emprise, il n'y a pas de relation d'attachement possible, et donc il y a plutôt des enfants qui vont errer sans père et sans repère. Donc la question, ce n'est pas que l'emprise c'est mauvais, c'est que l'emprise, si elle ne se transforme pas et si elle ne se travaille pas, eh bien elle ne permet pas ces mouvements d'autonomie. Donc, eh bien, Pauline est celle qui sauve sa mère, et donc il se crée incontestablement quelque chose d'une relation d'emprise qui, sans doute, n'arrive pas à se défaire. Mais cette emprise, elle ne joue pas que du côté de la mère, car le père décide, donc les parents, c'est le père et les parents qui ont décidé d'appeler cette jeune fille Pauline. Or, qu'est-ce que c'est que Pauline? Pauline, c'est le prénom de la sœur du père, l'unique sœur du père. Et quand on se penche sur l'histoire de cette famille,
eh bien, on voit que ce papa, tout seul, sans amis, toujours devant son ordinateur, ses bouquins, etc., très complexé par rapport aux filles, par rapport à la bande de copains, il n'a qu'un seul lien avec l'extérieur, c'est sa sœur Pauline, qui a 2 ans de plus que lui, qui le traîne dans des soirées, qui lui présente des gens, qui l'emmène à des spectacles, qui est vraiment celle qui l'amène vers l'extérieur et qui l'amène vers la vie. Donc c'est beaucoup quand même pour Pauline. Hein, la tante qui sauve le père d'un côté, la fille qui sauve la mère de ses deuils d'un autre côté. Il y a 2 enfants qui suivent. Une fille qui a 2 ans de moins que Pauline et un petit garçon qui a 5 ans de moins. Ça ne change rien. C'est-à-dire que ça ne change rien à la force de ce triangle entre Pauline et ses parents. Alors, Pauline, elle est là. Elle est au centre de sa famille. Elle est dans cette place de patient désigné, de bouc émissaire dont je parlais tout à l'heure. Et elle grandit de façon extrêmement brillante, encore une fois, parce qu'il ne s'agit pas de décevoir, bien évidemment, ses parents, il s'agit d'être aussi intelligente que son père, et pendant des heures, elle l'accompagne dans ses recherches Internet, sur les religions, etc. Ça l'intéresse beaucoup, jusqu'au moment où ça l'intéresse tellement qu'elle rentre dans l'adhésion religieuse, c'est-à-dire qu'au moment justement du processus de différenciation, elle rentre dans ce qui va l'opposer le plus à son père. À ce moment-là, elle a un 2e profil Facebook, un profil Facebook où, comme souvent pour ces jeunes filles, elle apparaît entièrement niqabée, de noir, et elle choisit son nom de guerrière, dont j'oublie l'intitulé, mais qui signifie quelque chose, je ne sais plus très bien quoi, qui signifie celle qui sauve les autres, celle qui sauve le monde. Et donc, la seule façon qu'elle imagine de s'extraire de cette mission et de sa famille, de cette mission transgénérationnelle à l'intérieur de sa famille et de cette position dans le groupe familial, eh bien, c'est cette rupture extrêmement brutale et cette affiliation à l'État islamique. Cette adhésion, alors les parents découvrent, alors le père évidemment qui est un crack d'informatique, découvre le 2e profil Facebook de sa fille, la mère découvre le niqab qui est caché sous le lit et que Pauline met en cachette dans sa chambre pour pouvoir prier 5 fois par jour et qu'elle emporte avec elle dans la rue pour pouvoir le porter dans la rue loin du regard de ses parents. Il y a une violence familiale extrêmement forte qui se déchaîne. Le père arrache la porte de la chambre à coucher de sa fille, arrache la porte de la salle de bain pour qu'il n'y ait plus d'espace privé à l'intérieur de la maison, et la famille devient un gigantesque champ d'intrusion réciproque où il n'y a plus de possibilité de s'isoler les uns des autres. C'est-à-dire qu'il se passe, avec cette conversion de Pauline, ce qui se passe paradoxalement dans les familles où il y a comme ça des psychopathologies adolescentes très fortes. Par exemple, dans les familles d'anorexiques, où l'anorexie serait finalement une façon de se différencier et de s'approprier son propre corps, de façon un petit peu paradoxale, mais une façon comme cela, eh bien, les anorexiques deviennent l'objet d'intrusions répétées. On les pèse le matin, on les pèse le soir, on surveille toute leur alimentation, on surveille tout ce qu'elles boivent, etc. etc. Idem, quand on recevait des familles de toxicomanes à l'époque, eh bien, on voyait comment la prise d'héroïne, qui était une façon aussi de s'émanciper par rapport à la famille, ça aboutissait au fait que les jeunes étaient sous surveillance constante, qu'on fouillait leurs affaires, qu'on fouillait leurs courriers en permanence, etc. Donc, si vous voulez, ces tentatives de sortie paradoxales deviennent plutôt des éléments qui renforcent
ces mécanismes familiaux d'emprise réciproque des uns sur les autres. Donc la famille commence une psychothérapie familiale et donc c'est ces mécanismes d'indifférenciation qui apparaissent et ces mécanismes de disqualification. Mais par exemple, mécanisme de disqualification, ça gagne bien évidemment le champ thérapeutique. Par exemple, une des premières questions que je pose au père, je lui dis « Ah, c'est étonnant que vous ayez appelé votre fille comme votre sœur. Vous savez, moi, ça fait 30 ans que je reçois des familles. C'est la première fois que je vois un père qui appelle sa fille comme sa sœur. » Ah, il me regarde, vraiment l'air de dire « Ces psys, ils ont vraiment des idées très bizarres. » Il me dit « Bah oui, je l'ai appelée comme ma sœur parce que je trouve que le prénom est joli. » Je dis « Oui, c'est vrai que c'est un très joli prénom, mais il y en a d'autres. Je ne peux pas ne pas penser que quand vous appelez votre fille, vous pensez à votre sœur. » Alors il me regarde encore plus, l'air de dire « Mais qu'est-ce qui vient me chercher des poux dans la tête, celui-là ?» Mais pas du tout, je ne pense pas du tout à ma sœur. Pauline, c'est Pauline, et Pauline, c'est Pauline, et bien évidemment, ma fille, c'est ma fille, et ma sœur, c'est ma sœur. Vous voyez, ça, c'est très typique de ces mécanismes de disqualification à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire que, comment dire, on est dans le réel, quoi. Un prénom, c'est un prénom. Un prénom, ça n'évoque rien. Un prénom, c'est pas tout un monde toute une puissance évocatrice qui se joue derrière. Non, c'est juste un assemblage de lettres, P-A-U-L-I-N-E, qui fait un prénom. Voilà. Ça, c'est quand un exemple de mécanisme où c'est la pensée du réel, le réel en tant que tel, qui vient prendre le pas sur ce qui est de l'ordre du fantasme et de la rêverie. Il n'y a aucune fantasmatique et aucune rêverie autour de ces deux prénoms et de ces deux personnes si proches du père qui prennent une place dans sa famille. Tante Pauline, d'ailleurs, que je ferai participer par la suite aux entretiens, comme vous pouvez imaginer, en la faisant venir ventre à terre. Un autre événement, par exemple, au bout de 2 ou 3 séances, la sœur de Pauline fait une tentative de suicide. Histoire quand même de dire moi j'existe un peu quand même, je suis là, hein, je sais bien que je ne pose pas trop de problèmes, mais enfin, je suis là. La sœur de Pauline, qui est exactement comment dire, la version complémentaire de Pauline, en mini-jupe, très maquillée, sortant tout le temps, assez rigolote, faisant des frasques X ou Y avec ses camarades, là où Pauline apparaît comme une jeune fille très austère. Alors en plus, elle est habillée, même sans porter le voile intégral, elle est quand même habillée avec des bonnets, des écharpes, des trucs, des machins. Enfin, on ne voit pas 1 centimètre carré de son corps. Donc elle fait une tentative de suicide. La famille vient, pas très grave, elle n'est même pas hospitalisée, elle passe juste par les urgences et elle rentre chez elle. Mais le psychiatre des urgences m'appelle pour me signaler cela. La famille vient en thérapie la séance d'après, pas un mot sur la tentative de suicide. Pauline a fait ceci, Pauline dit ceci, Pauline pense cela. C'est-à-dire, c'est Pauline qui est au centre de la dynamique. L'autre, elle peut se suicider, agiter les bras, ça n'a aucune importance. Mais comment vous dire, ce qui est très particulier, c'est que ce n'est pas des parents abandonnants. Ce n'est pas comme s'ils n'aimaient pas cette fille et le petit frère qui, à cette séance, fait tout à coup se met à hurler. J'ai l'impression qu'il va casser tous les murs du cabinet tellement il en peut plus de cette situation familiale explosive. C'est que il y a une obnubilation par le fonctionnement familial, fonctionnel dont je vous parlais tout à l'heure, par rapport à nos naufragés là, de l'île déserte. C'est-à-dire tout le monde est tellement dans la vision de sa place et de son rôle à l'intérieur de la famille, et la survie de la famille, elle est tellement importante par rapport à tout ça, qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas voir le suicide de l'autre, on ne peut pas voir le désarroi de l'autre, on ne peut pas voir les hurlements de petits garçons, tout ça n'existe pas.
Pour vous donner un autre exemple, donc Pauline quand même, donc on travaille tous ces éléments-là pendant la thérapie, c'est-à-dire c'est refaire circuler des émotions différenciées, c'est refaire circuler des possibilités de différenciation des uns et des autres. Pendant des séances et des séances, Pauline va dire à son père, mais je ne suis pas toi, et à sa mère, mais je ne suis pas toi, mais je ne pense pas comme toi, mais je ne ressens pas comme toi, etc. C'est-à-dire c'est vraiment ces processus qu'on cherche à encourager, ces processus où chacun peut se retrouver confronté à lui-même, même si c'est douloureux pour les parents. Donc Pauline va mieux, elle commence à abandonner ses affiliations délétères, et là, elle enlève son voile, elle commence à venir en séance avec les cheveux défaits, et là je reçois ce SMS ou ce mail de la maman. Bonjour monsieur, je crois que nous avons compris le problème principal de Pauline. Le fait d'avoir cédé sur le voile n'a absolument pas changé son comportement. Le souci est qu'elle a besoin d'être le centre de tout. Je pense qu'elle est extrêmement narcissique et qu'à cela s'ajoute une opposition totale avec son père. Cela se transforme en rébellion totale. Si elle est avec nous, elle va faire en sorte que cela se passe mal pour être à nouveau au centre des conversations. Si celle-ci se transforme en dispute, ce ne sera pas grave pour elle. Le plus important est qu'elle soit le centre. Je lui ai expliqué que tout se passerait mieux si elle changeait de comportement, mais ce n'est pas son but, car en changeant, elle risquerait de ne plus être au centre de tout, et c'est cela qui doit l'angoisser plus que tout. Mais je n'ai à ce jour pas de solution miracle. Si vous pouviez nous donner des pistes, cela nous aiderait à adapter nos paroles aux conflits qu'elle recherche et peut-être à les faire disparaître. Merci d'avance. Vous voyez comment on est au cœur du processus de désignation. C'est-à-dire que je ne me remets pas en question, je veux bien remettre en question un peu le père qui, lui, quand même, mais c'est elle. Elle est narcissique, elle est orgueilleuse, c'est elle qui se met au centre de tout. J'ai rarement reçu un courrier qui surdésigne à ce point un patient désigné dans une famille dans cette place d'être justement dans cette place de bouc émissaire, dans cette place de celle qui est au centre de tous les conflits. Donc, ceci pour dire, puis je vais peut-être m'arrêter là, qu'on ait le temps de discuter, mais ceci pour dire que pour aider ces ados à se dégager de cette place à l'intérieur de leur famille, moi je n'ai pas d'autre solution que justement parce que, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, tous ces rôles et toutes ces fonctions, ils sont liés les uns aux autres à l'intérieur de la famille. Donc c'est comme voilà, et qu'on ne peut pas toucher à une fonction, et là on l'entend bien pour Pauline, on ne touche pas à la fonction de Pauline, on ne peut pas toucher à une fonction si tout le monde ne participe pas à ce processus de changement et à ce processus de différenciation. Autrement dit, si la famille sort de l'emprise, non pas parce qu'il y a un méchant priseur à l'intérieur de la famille, mais parce que toute la famille est inféodée à ces mécanismes d'emprise. Voilà, je vous remercie.